Journaliste indépendante, elle a débuté sa carrière pour RFI puis pour l'AFP en Afrique et au Moyen-Orient. Elle publie dans des revues prestigieuses. Elle a obtenu plusieurs grands prix pour son travail sur le Rwanda. Son livre d'ailleurs s'intitule Rwanda, l'éloge du sang. C'est un best-seller aux États-Unis, en Amérique. Il vient seulement d'être publié en France, non sans mal d'ailleurs, par les éditions Max Milo. Et vous pouvez vous le procurer sur le site de la boutique officielle de TV Liberté. Judy Rever, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu présenter ce livre, cet ouvrage d'investigation époustouflant et qui repose sur des centaines d'entretiens et qui retrace l'histoire complète, totale, du génocide rwandais entre les Tutsis et les Hutus. Et comment, tout d'abord, et pourquoi vous vous êtes lancé dans une telle enquête de tant d'années? Écoutez, en 1997, je suis allée au Congo pour la première fois pour couvrir la crise humanitaire. Je travaillais à l'époque au service anglais de Radio France Internationale et dans l'espace de plusieurs semaines en Afrique centrale, j'ai pu rencontrer des victimes dans la forêt congolaise du FPR, de leur campagne militaire. Alors, j'ai vu à ce moment-là l'énorme incohérence du récit officiel du génocide rwandais. Je vais vous expliquer parce que j'ai demandé aux réfugiés Hutus qui avaient fui le Rwanda au Congo après le génocide, j'ai demandé à plusieurs dizaines de personnes que j'ai trouvées en forêt dans un état horrible, pourquoi vous avez fui le Rwanda en 1994 et pourquoi vous êtes resté au Congo, pourquoi vous n'êtes pas rentré après le génocide en juillet 1994. Et ils m'ont tous dit que les troupes de Kagame, les Tutsis, ont tué leur famille en 1994. Et ils continuent à cibler, à massacrer les Hutus en 97, en 96, 97. Alors c'est un choc pour moi d'entendre ces histoires parce que j'avais cru que Paul Kagame avait stoppé le génocide et il était en train d'instaurer la paix au Rwanda. Malgré cette sale campagne meurtrière au Congo, j'avais toujours cru que c'était le sauveur. Mais j'ai commencé à découvrir la vraie face, la vraie nature du FPR au Congo. Vous évoquez Kagame, on est en 1996, on va revenir au départ, aux prémices de ces massacres qui vont se dérouler pendant plusieurs mois au Rwanda. Tout démarre d'un attentat qui est sur un avion, l'avion du président du Rwanda, sur l'aéroport de Kigali, cet avion va entraîner la mort, l'assassinat du président Juvénal Habyarimana et de son homologue du Burundi, Cyprien Ntari Amira. C'est le point de démarrage de ce conflit au Rwanda, ou est-ce que c'est quelque chose qui existait avant la guerre entre Tutsis et Hutus? C'est vrai que l'attentat contre l'avion, le 6 avril 1994, était l'acte déclencheur du génocide contre les Tutsis. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir que le Front patriotique rwandais et son armée ont envahi le Rwanda en 1990 et ont entamé une guerre sale, une campagne de terre brûlée contre le peuple Hutu. Alors 3 ans et demi de guerre où on a vu le déplacement de 1 million de Hutus, paysans Hutus dans le nord, dans la préfecture de Buyumba, qui vivaient dans des conditions catastrophiques. Et nous avons vu des massacres, surtout dans le nord, des Hutus, qui n'ont jamais été vraiment clarifiés et reportés dans la presse mainstream.
Et aussi, durant cette guerre d'invasion, avant le génocide, les Tutsis ont été attaqués en représailles. Alors voilà le contexte à quel point ça chauffait, même avant le 6 avril, avant l'attentat contre l'avion. L'attentat qui a tué Habyarimana? Aujourd'hui, est-ce qu'on sait qui a tué Habyarimana? Qui est-ce qui a mis ce missile contre cet avion à l'arrivée de l'aéroport de Kigali? Toutes les preuves les plus solides indiquent que le FPR est responsable pour l'assassinat. Le Front patriotique rwandais, qui est la force politique de Kagame et des Tutsis. Oui, oui. Les témoignages qui viennent des ex-membres du FPR, les ex-membres de l'entourage de Kagame, montrent que les commandos du FPR de Kagame ont créé une équipe de personnes qui ont pris les missiles de l'Ouganda et qui ont amené les deux missiles à la capitale, à Kigali. Et 2 commandos en question ont tiré les missiles la nuit du 6 avril. Et en fait, c'est très clair que ces missiles ont été achetés par l'Ouganda de l'Union soviétique en 1987. Alors ça, c'est clair, ça a été révélé ici en France. Alors, tout indique, le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a recueilli des témoignages importants là-dessus. Vous avez aussi un dossier qui a duré des longues années en France, qui a été commencé par le juge Jean-Louis Bruguière, qui avait ensuite émis des mandats d'arrêt contre l'entourage, contre 9 personnes, 9 commandants du FPR. Et ce dossier, cette enquête a duré très longtemps, mais malheureusement, c'est fini, c'est terminé. Et il n'y a pas de suite, il n'y aura pas de procès pour l'instant. Voilà. Et Kagame, c'est l'homme fort du Rwanda, bien sûr. Dans votre enquête qui est implacable, on est effaré par le rôle que vous venez d'évoquer du tribunal international pour le Rwanda. Dans sa préface, André Sirois, qui est avocat auprès de l'ONU, dit 2 milliards d'euros dépensés par le tribunal pour accuser 95 personnes et en condamner 61, toutes des Hutus, excepté un Belge. Et malgré un mandat très clair, le tribunal finalement a limité, vous dites, son travail aux crimes commis par les Hutus contre les Tutsis, mais pas des Tutsis contre les Hutus. Oui, effectivement. Le tribunal s'est montré incompétent au début. Il y avait une énorme incompétence dans laquelle Kagame a pu influencer les enquêtes et le fonctionnement. Et au fil du temps, l'influence de Washington a fait que les enquêteurs n'ont pas pu... ils ont enquêté sur les crimes du FPR, mais il n'y a pas eu de poursuite. Ça veut dire que le procureur a décidé de ne pas poursuivre le FPR pour les crimes, malgré les témoignages, malgré les preuves très crédibles pendant des années. Alors, c'était une décision évidemment politique de la part de Washington et de la part du tribunal qui était influencé par Kagame eux-mêmes. Ils ont transféré, figurez-vous, la juridiction de ces crimes, c'est-à-dire l'ONU a finalement décidé de laisser Kigali poursuivre les crimes pour lesquels le FPR eux-mêmes était responsable. Alors c'était surréel, une solution, et en fait quand c'était pour protéger le régime en place qui est soutenu solidement par l'Occident, en l'occurrence en particulier le Royaume-Uni et Washington. Mais
par d'autres pays. Vous dites, en résumant la situation en 4 mots, pour le tribunal du Rwanda international, ignorance, incompétence, incohérence, improvisation. Est-ce qu'on peut rajouter à cela manipulation et mensonge? Bien sûr. C'est très connu que au début des poursuites, au début des enquêtes, le tribunal voulait condamner un côté seulement. Ils ont, dès le départ, ils ont décidé d'une manière politique que les Hutus étaient uniquement responsables pour la violence, et c'était faux. Et on a trouvé tout de suite que les gens, les Rwandais au pays, qui étaient vraiment surveillés et contrôlés par le FPR, n'ont pas pu témoigner librement sur ce qu'ils avaient vécu, comment ils ont souffert. Et je vais vous donner un exemple qui est évoqué dans le livre. Jean-Paul Akayesu, c'était un maire de Taba, dans la commune de Taba, au Rwanda. C'est un maire Hutu qui a sauvé les Tutsis. Et moi, je me suis aperçue de son histoire en 2012 en parlant avec des Tutsis en Europe. Ils m'ont dit que le TPR a condamné 7 personnes pour génocide, pour les crimes de génocide. Et pourtant, c'est un homme qui est moral, qui est droit et qui a sauvé les Tutsis. Alors, malgré ça, le FPR avait ciblé cette personne et a fabriqué un dossier contre lui. Les premiers Tutsis qui ont été interviewés par les enquêteurs ont dit la vérité. Ensuite, il y a plusieurs qui ont disparu, qui ont été tués. Et cette affaire, je connais bien. Et c'est vraiment un scandale. Et c'est inimaginable à quel point nous avons vu une manipulation de la vérité dès le début. On dit aussi, je vois dans la préface, André Sirois dit comme anecdote, que le personnel du tribunal, c'est-à-dire du standardiste au chargé de recevoir les plaintes, ne parlait ni le Kinya Rwanda, le dialecte, ni le français, ce qui était quand même difficile pour recevoir des plaintes autour. Bien sûr, on écoutait une voix. C'était vraiment, on écoutait, on voulait recevoir les gens qui pouvaient s'exprimer en anglais. Ça veut dire que on écoutait surtout des Tutsis qui ont vécu en Ouganda, qui ont grandi en Ouganda. Pourtant, c'était pas eux qui étaient les victimes. Les Tutsis étaient victimes d'un génocide. Et c'était des Tutsis de l'intérieur qui sont toujours restés au Rwanda et qui ont vécu avec les Hutus. Et les Hutus, c'était clair, n'avaient aucun espoir de raconter leur histoire, leurs expériences durant le génocide dans les zones qui étaient contrôlées par le FPR. Et je dis aussi dans mon livre qu'il y a une lacune importante dans les recherches ici en France et aux États-Unis, au Canada, dans l'Occident, lacune parmi des chercheurs et les journalistes. On n'a pas enquêté, on n'a pas interviewé les Hutus, des millions au début, mais surtout des centaines de milliers de Hutus qui ont fui le pays, qui voulaient parler librement de leurs expériences. Il n'y a aucune, d'après ma connaissance, aucune étude empirique qui était faite avec ces gens-là. On les considère comme les génocidaires et comme des personnes pas dignes de confiance. Dans cet ouvrage, L'éloge du sang, on voit que vous mettez en évidence à la fois deux notions, l'implication à tous les niveaux de l'actuel président Tutsi, président depuis 20 ans, Paul Kagame, et aussi sur le fait que Washington a cherché à rendre de plus en plus opaque la connaissance de l'ensemble des données de ce génocide au Rwanda. Oui, c'est extraordinaire à quel point les États-Unis non seulement ils ont rendu opaque les preuves, mais ils ont activement empêché que ces preuves soient connues.
et que les enquêtes, le peu d'enquêtes qui ont été faites seraient réalisées ou éventuellement arriver à des poursuites. Et il y avait une enquête en septembre, après le génocide, qui était faite par un monsieur qui s'appelait Robert Gerseny, un consultant bien connu, et il a interviewé des Hutus dans 2/3 du pays, au Rwanda, et il est allé un peu en Zambie, je crois, et il a trouvé que le FPR avait systématiquement tué les Hutus, les civils, les enfants, les vieux, et les mamans et les pères. Et ensuite, dans un briefing oral, il a dit devant l'ONU que le FPR avait commis un génocide. Cette enquête, ce rapport a été enterré par Washington et par l'ONU. Le rapport a été fuité en 2010. Il y a une phrase importante dans le livre que vous écrivez. Vous dites il n'est d'histoire qui soit hermétiquement verrouillée. Alors, votre ouvrage a été publié aux États-Unis, je l'ai dit, en 2018, au Canada. Il est devenu un best-seller, récoltant de nombreux prix, d'ailleurs, prestigieux. Il est publié chez Max Milo en 2020, refusé chez Fayard en 2019. Pourquoi une telle situation? Est-ce qu'il y a une histoire du Rwanda qui est véritablement verrouillée, alors? Il faut toujours revenir sur notre travail. C'est le devoir, je pense, des historiens, des journalistes et des chercheurs de se poser des questions sur notre propre approche, la façon qu'on voit, la façon qu'on filtre l'information et notre compréhension du dossier aussi complexe. C'est vrai que c'est un dossier qui est très, très provoquant. C'est très difficile à pénétrer parce qu'il y a depuis 30 ans des énormes manipulations, des mensonges et les contre-vérités qui ont été propagées. Et moi, je dis clairement, ça m'a pris du temps de voir, mais je peux dire que le récit officiel du génocide qui dit que Paul Kagame a stoppé le génocide, il a sauvé les Tutsis et il a instauré la paix après, c'est carrément faux. Ce récit a été créé dans un climat de violence inouïe en 1994 et dans les années après, et dans un climat de propagande sous l'emprise de la terreur. Et je reproche aux chercheurs et aux journalistes d'avoir, en majorité, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait un bon boulot, mais je reproche la majorité des chercheurs et journalistes d'avoir un parti pris dans cette affaire, de laisser la voix des vainqueurs régner et aujourd'hui de justifier les crimes, de toujours trouver un prétexte pour les crimes du FPR. Parmi les journalistes qui avaient fait leur travail, Pierre Péan, bien évidemment, il aurait été surpris. Terreur, vous le disiez, et application de la presse mainstream. Le 15 août dernier, un collectif d'associations a publié dans le quotidien Extrémiste Libération un appel à la censure de votre ouvrage qualifié de négationniste. Alors c'est une accusation grave, surprenante, alors qui nécessite une précision de votre part, que je vais vous demander d'expliciter, c'est est-ce que vous niez le massacre de centaines de milliers de Tutsis lors de cette guerre au Rwanda? Absolument pas. Je nie pas le génocide contre les Tutsis, les centaines de milliers de Tutsis qui ont été massacrés avec leurs familles, qui ont souffert d'une violence inouïe au Rwanda en 1994. Je le ferai jamais. Le génocide a été commis par des acteurs Hutus dans les zones contrôlées
par les forces Hutus, principalement les acteurs Hutus étaient les milices Hutus. Mais je dois dire, et je le dis, j'ai écrit dans mon livre, qu'il faut enquêter davantage sur ce génocide contre les Tutsis, parce que les commandos du FPR, les commandos de Kagame ont infiltré les milices Hutus et ont participé directement dans les massacres contre les Tutsis. Et c'est extraordinaire, c'est choquant, mais c'est la réalité. J'ai appris ça dans les documents confidentiels du TPR de l'ONU. Et ensuite, je suis allée vers mes sources Tutsis, les ex-membres du FPR, les soldats et les officiers. Ils m'ont tout confirmé. Et c'est dans le livre Libération laisse penser qu'il n'est pas possible d'évoquer des exécutions massives de Hutus dans l'ombre du génocide des Tutsis. Et pourtant, Libération en 1996, son journaliste Stephen Smith titrait « Rwanda, exécution massive de Hutus dans l'ombre du génocide des Tutsis ». Est-ce que les signataires de l'acte d'accusation, parmi lesquels on trouve SOS Racisme, mettent en cause la réalité de votre enquête? Écoutez, ils parlent d'absurdité, d'allégation, d'élucubration. Vous leur répondez quoi? C'est assez étonnant que ces groupes ne sont pas capables de contester les faits. C'est comme ils n'ont pas même pris le temps de lire le livre, de voir les 120 pages dans les annexes des documents confidentiels dans lesquels on voit des témoignages des soldats du FPR qui témoignent des opérations meurtrières du FPR contre les Hutus et les assassinats aussi commis par le FPR contre des Tutsis. C'est assez extraordinaire. Alors, on arrive à une situation, je suis victime des insultes et d'une campagne de dénigrement, mais on ne peut pas avoir un débat calme et intelligent sur ces questions. Je vois qu'ils n'ont pas contesté les faits. Alors, est-ce que je vais faire là encore l'avocat du diable, c'est-à-dire vous poser une question que peut-être certains téléspectateurs se posent. Est-ce que le reproche qui vous est fait est peut-être pas tout simplement de remettre en cause une version qui est largement admise, que les crimes sont justifiés, les crimes contre les Hutus sont justifiés parce que c'était tout simplement des représailles? J'irais même jusqu'à dire une forme de légitime défense. C'est pas du tout ça. Je montre, en fait, les documents et puis les preuves, les témoignages montrent que la campagne, non seulement l'FPR a déclenché le génocide parce que leurs commandos ont tiré les missiles et sont responsables pour l'attentat contre l'avion, mais dès le début, immédiatement, les troupes ont commencé à massacrer, les troupes Tutsis ont massacré dans le nord, dans les zones sous le contrôle du FPR, ont massacré les civils Hutus. Et on voit derrière le front militaire, dès le 7 avril, le 8, le 9, une campagne, des opérations bien organisées de nettoyage des civils Hutus. On a commencé avec des intellectuels, on a cherché les intellectuels Hutus, les commerçants, les avocats, des enseignants, des politiciens. On avait des listes et on les cherchait. On avait utilisé les cadres, les civils Tutsis pour chercher, pour traquer et pour massacrer les Hutus. Et on a fait ça dans le nord, tout le côte est, ensuite dans le sud, et en allant vers le nord-ouest, et on a fait ça tout de suite dans les zones qui étaient contrôlées par les troupes de Kagame à Kigali, parce qu'il y avait déjà un bataillon à Kigali le 6 avril. Il nous reste peu de temps. J'ai deux questions. Une question qui nécessiterait d'ailleurs de vous réinviter entièrement, c'est que la France a joué un rôle historique au Rwanda, un rôle des plus complexes. Comment jugez-vous le rôle de la France et de son armée? À partir de 1990, le gouvernement de François Mitterrand soutenait militairement et politiquement
le régime de Juvenal Habyarimana. Le soutien était solide, authentique, mais n'est pas sujette à caution, à mon avis, parce que le FPR avait déjà lancé une sale guerre, une guerre qui tuait les civils. Et alors, c'est compréhensible, c'est tout à fait logique que la France soutient un régime qui était, le régime de Habyarimana, qui était menacé. Alors, ça s'explique. Ensuite, la France, Mitterrand a décidé d'envoyer l'armée française en juin 1994 pour une opération humanitaire pour sauver les Tutsis et les Hutus. Et c'était pas pour un objectif de renverser ou de stopper la campagne militaire de Paul Kagame, comme beaucoup de détracteurs, beaucoup de critiques de la France se disent. Mais c'était plutôt, d'après les gens que j'ai interviewés, qui étaient vraiment clairs avec moi sur cette question. J'ai interviewé des Tutsis qui ont été sauvés par les soldats et ils sont reconnaissants. Et au début de cette opération, et surtout à la fin des Tutsis qui ont été sauvés, on applaudit la France. Ils disaient que la France était héros. Ça veut dire pas que la France est parfaite. Et puis bon, je défends toute la politique française sur le continent africain. C'est pas ça du tout. Mais je pense que les mensonges depuis et la manipulation politique est plutôt le résultat des efforts que la France a menés pour clarifier les parties responsables pour l'attentat dans lequel trois Français ont perdu leur vie, l'équipage de l'avion, on sait, et puis la France voulait avoir des réponses sur cette tragédie. Le tribunal de l'ONU a décidé de ne pas enquêter sur cette question. C'est assez étonnant pour des raisons politiques. Alors la France a décidé qu'elle allait enquêter. Et on voit la chronologie de la campagne mensongère contre la France, la manipulation de l'histoire et de la vérité. Ça s'est commencé au moment où les résultats du juge Bruguière, son enquête, ont été fuités dans les médias français. Allez, toute dernière question. Vous avez jeté ce pavé dans la mare en 2018. Nous sommes en 2020. Il arrive en France, il faut le lire, je vous l'ai dit, c'est sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Paul Kagame est président de la République du Rwanda depuis avril 2020. Nous sommes en septembre 2000. Nous sommes en septembre 2020. En 2018 et 2019, il a présidé l'Union africaine. En mai 2018, il a été l'invité de la France et d'Emmanuel Macron. Rien ne change? Rien ne bouge? C'est sûr que les Rwandais, les Congolais et moi-même, je me pose des questions depuis longtemps. Je me dis, est-ce que on arriverait un jour où la goutte d'eau va faire déborder le vase? Il y a tellement de délits criminels, il y a tellement de perte de vie en Afrique centrale. Il y a tellement de crimes commis par ce régime. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi la réputation de Paul Kagame reste intacte 26 ans après le génocide. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des raisons géopolitiques très complexes qui font que on n'est pas prête à la poursuivre. On est devant un cour, devant un tribunal. On veut qu'il reste pour le moment. J'ai vu un recul en général envers cette personne.
à cause de ses aventures au Congo et aussi le fait qu'il cible les critiques hors de ses frontières, en Europe même, mais surtout en Afrique. Mais c'était toujours un personnage très clé pour l'Occident, pour les pays et les compagnies internationales, surtout les intérêts pour le secteur minéral, pour toutes les compagnies qui voulaient exploiter le Congo pour les ressources naturelles. Alors ça, c'est une principale raison pour laquelle il reste à Kigali, il reste au pouvoir. Merci beaucoup, Jodi Rever, pour ce récit sans faille une des catastrophes humaines les plus importantes et les plus impitoyables du XXe siècle. Merci beaucoup. Je vous remercie.